Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jean-Laurent raconte, et Jean-Laurent, c'est moi. Eh bien, ce soir, nous allons parler d'un moment d'histoire, je crois, beaucoup trop oublié. En tous les cas, peu connu, parce que lorsque j'en parle, en général, mes interlocuteurs, sauf les spécialistes, ne savent pas trop ce que c'est. Eh bien donc, je vais vous parler de la conférence d'Évian de 1938, à ne pas confondre avec les accords d'Évian en 1962 qui vont donner l'indépendance après à l'Algérie, mais de la conférence d'Évian en 1938, juillet 1938. Alors c'est vrai que au début de l'été 1938, le président américain Franklin Delano Roosevelt est inquiet. Il est inquiet pour le sort des Juifs d'Allemagne et d'Autriche. Il sait que depuis l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, en 1933, janvier 1933, nommé chancelier du Reich par le vieux maréchal Hindenburg, le sort des Juifs est plus que très pénible en Allemagne. Les Juifs sont maltraités. Les Juifs sont persécutés. Et ce, je vous dis, depuis 1933. On se rappelle, pour faire bref, parce que le temps qui nous est imparti est toujours un peu court dans ces vidéos. On se rappelle des lois de Nuremberg. Vous savez, le parti nazi faisait tous les ans un grand meeting à Nuremberg, qui était la ville où le parti était né, où il faisait ses grandes manifestations, c'était à Nuremberg. Donc les lois de Nuremberg de 1935, alors ça s'appelle la Reichsflaggengesetz, je parle très mal allemand, la loi sur le drapeau du Reich, la Reichsbürgergesetz, la loi sur la citoyenneté du Reich, et enfin la Gesetz zum Schutz der deutschen Brust und der deutschen Ehre, pardonnez-moi encore, la loi sur la protection du sang allemand et de l'honneur allemand. Voilà pour les trois principales lois qui stigmatisent les Juifs d'Allemagne, qui les persécutent et qui les empêchent d'avoir des emplois, etc. Ils ne peuvent pas se marier avec des non-juifs, enfin bon, toutes les persécutions anti-juives de l'Allemagne nazie. Beaucoup de juifs allemands sont partis. Beaucoup, pas assez, mais quand même un certain nombre de juifs allemands sont partis entre 1933 et 1938, mais l'écrasante majorité des juifs d'Allemagne sont toujours en Allemagne en 1938. Alors qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que Roosevelt pense que la situation va empirer encore? Eh bien un événement, le 12 mars 1938, les troupes allemandes franchissent la frontière de l'Autriche et annexent l'Autriche, c'est ce qu'on appelle l'Anschluss. L'Autriche est rattachée au Reich allemand et il faudra un processus plébiscitaire qui aura lieu quelques jours après et qui donnera 99% des votes autrichiens en faveur de l'Anschluss pour la réunification de l'Autriche et de l'Allemagne dans le Reich. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1933, la communauté juive d'Allemagne comptait environ 505 000 membres, sur 67 millions d'habitants allemands, en tout. Soit à peu près 0,75% de la population. Ce chiffre-là montrait d'ailleurs une baisse par rapport à 1933, car le nombre de juifs vivant en Allemagne était estimé alors à 523 000. Donc 523 000 en 1933, 505 000 en 1938. Il y avait 20 000 personnes qui avaient réussi à partir et 500 000 qui étaient là. Cette baisse était due en partie à l'immigration qui a suivi la prise du pouvoir par Hitler en janvier 1933. On estime que 37 000 juifs ont émigré en 1933 et en 1938, un quart de la population juive, soit environ 150 000 personnes, avaient quitté l'Allemagne ou l'Autriche, si on s'en tient aux chiffres de l'encyclopédie de la Shoah. En Autriche, il y avait, selon diverses estimations,
entre 192 000 et 200 000 juifs en 1938. Et donc, compte tenu des persécutions que les juifs d'Allemagne subissent, Roosevelt se dit les juifs autrichiens vont subir le même sort. Donc, grosso modo, les 200 000, 250 000 juifs allemands et les 200 000 juifs autrichiens, grosso modo, les 400 000 juifs, entre 400 et 500 000 juifs, c'est pas exactement quand même, on ne comptabilise pas à l'unité près, ben, ils sont en danger. Ils sont en danger de persécution. Et donc, Roosevelt a l'idée de réunir à Évian, parce qu'il a demandé à la Suisse, mais la Suisse n'a pas voulu. Et on se rappelle qu'à l'époque, les États-Unis d'Amérique ne sont pas membres de la Société des Nations. Et donc, Roosevelt invite à Évian, avec l'accord du gouvernement français, un certain nombre d'États, tout simplement pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour les juifs allemands et pour les juifs autrichiens, et puis surtout, après, très pragmatiquement, on va se réunir à plusieurs, eh ben, combien en prend-on? C'est le but de cette réunion organisée par Roosevelt. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les États-Unis ont décidé d'une politique de quotas d'immigration. Et ces quotas en matière d'immigration, il y a seulement 150 000 visas qui sont délivrés par an et 27 000 pour les Allemands et les Autrichiens. Donc 27 000 visas sont délivrés chaque année pour des Allemands et des Autrichiens pour venir aux États-Unis. Pas des Juifs, hein. L'ensemble, il y a 27 000 pour l'ensemble des visas d'Allemands et d'Autrichiens qui veulent venir aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, les États-Unis à eux seuls ne peuvent donc pas prendre, j'allais dire, à eux seuls, les 400 000 juifs allemands ou autrichiens. Puisqu'il n'y en a que 27 000 pour les Allemands et Autrichiens, juifs et non-juifs. D'ailleurs, au maximum, s'ils décidaient que les 27 000 étaient réservés pour les juifs, bah, ça faisait 27 000 sur 400 à 450 000. Donc on était loin du compte. Donc il faut que d'autres pays participent. Et d'ailleurs, lorsque Franklin Roosevelt décide d'organiser, lorsqu'on sait qu'il va y avoir une conférence à Évian pour sauver, ou en tous les cas protéger, accueillir les Juifs d'Allemagne, Hitler, dans un éclat de rire, dit que si les Européens ou les Américains veulent accueillir ces Juifs, il était prêt à leur payer le voyage, l'aller simple, en première classe, aux frais de l'Allemagne. Et la conférence d'Évian va donc se dérouler à Évian du 6 au 16 juillet 1938. Cordell Hull, le secrétaire d'État américain, responsable de la conférence, indique avec prudence, parce qu'il faut savoir qu'en fait, sinon personne ne serait venu, qu'aucun des pays participants à la conférence ne sera dans l'obligation de recevoir des réfugiés. On dit on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour les Juifs allemands autrichiens, mais pas d'obligation, surtout venez, et on va discuter ensemble de comment on pourra faire. Partant de là, 33 pays sont invités. L'Italie fasciste de Benito Mussolini refuse de venir par solidarité avec l'Allemagne, et de même, pour d'autres raisons, mais pas loin d'être les mêmes, la Russie bolchevique de Staline ne participe pas non plus. La Hongrie, la Pologne, la Roumanie, l'Afrique du Sud n'envoient que des observateurs, pas des membres, ils veulent observer ce qui se passe. 32 délégations sont présentes, 9 européennes, 20 latino-américaines, 3 du Commonwealth.
Mais il faut le dire, entre nous, elles sont toutes venues un peu à reculons. Certaines organisations non gouvernementales, des organisations non gouvernementales, essentiellement juives, sont présentes pour assister à cette conférence, mais ne pourront assister qu'aux séances publiques. Et d'ailleurs, elles ne seront entendues que dans une sous-commission de la conférence pour expliquer leur point de vue. Golda Meir, qui est présente, Golda Meir, on la connaît, ce sera la future première ministre emblématique de l'État d'Israël. Elle est, à ce moment-là, Golda Meir, la représentante de l'agence juive. Et dans ses mémoires, citées par ailleurs par Marcel Bervoetz, voici ce que dit Golda Meir. Elle dit « Être assise dans ce hall magnifique et devoir écouter chacune des 32 nations, se lever tour à tour pour expliquer combien elles étaient affligées par le sort de ces malheureux juifs, et combien elles auraient tellement voulu leur venir en aide, mais qu'à leur grande tristesse, elles ne voyaient pas vraiment, pas comment faire pour intervenir. Et elle dit, Golda Meir, c'est une expérience terrible, et il m'est difficile d'exprimer la colère, la frustration et l'horreur qui m'ont envahi. » Toujours selon Marcel Bervoetz, la majorité des intervenants avaient évité de mentionner les Juifs pour ne parler que de réfugiés politiques. Et à aucun moment il ne fut fait allusion à la politique répressive de l'Allemagne. En fait, tous les pays présents expliquent, chacun à leur tour, pourquoi ils ne peuvent pas recevoir tout ce monde-là. La Suisse estime déjà accueillir de nombreux réfugiés et elle vient de rétablir les visas, comme les États-Unis d'Amérique avaient rétabli les quotas. Le Royaume-Uni refuse de délivrer des autorisations vers la Palestine sous prétexte que les tensions entre migrants juifs et arabes sur place deviendraient violentes. Ce que nous dit le représentant de la France. J'ai le privilège de recevoir sur la terre de France, terre d'asile et de libre discussion, le comité intergouvernemental pour les réfugiés qui a répondu à un appel émouvant. La France reste ainsi fidèle à ses traditions les plus anciennes d'hospitalité universelle, déclare donc le délégué français Henri Béranger, qui ajoute « contribuer dans la limite de ses moyens », fermez les guillemets, à l'arrivée massive de réfugiés, bien que la situation soit arrivée au point extrême de saturation, fermez les guillemets. Il ajoute, Béranger, que la France abrite à titre légal ou clandestin 20 000 à 30 000 réfugiés du Reich, secourus très souvent par des œuvres d'assistance submergées, généralement juives elles aussi. En bref, la France, vous savez qu'on a terminé le gouvernement du Front Populaire, on est en 1938, la France non plus n'en fera pas plus. Toutes les déclarations qui se succèdent vont dans le même sens, et certaines sont même encore plus violentes. Canberra affirme que, n'ayant aucun réel problème racial en Australie, nous ne sommes pas désireux d'en importer en encourageant une large immigration étrangère. Quant au délégué canadien, interrogé sur le nombre de réfugiés juifs que son gouvernement envisage d'accueillir, il répond « Un seul serait déjà de trop ». Les délégués expriment les uns après les autres leur compassion envers les réfugiés, pour ne pas dire les juifs. Toujours la compassion, évidemment, la compassion et l'humanisme. Alors c'est vrai que si chacun des pays avait pris les juifs en part égale, ça aurait fait 12 500 juifs par pays. La France de 1938 n'aurait pas pu accueillir 12 000 juifs, ou même 30 000, en 1938. Alors qu'elle accueillera dans la difficulté, dans la grande difficulté, 450 000 réfugiés espagnols début 1939. Ah bah oui, mais par contre les réfugiés
espagnols, d'accord, c'était des rouges, mais c'était quand même des chrétiens comme nous. Vous l'aurez compris, tous les pays, y compris les États-Unis et la Grande-Bretagne, invoqueront diverses raisons pour ne pas accepter davantage de réfugiés. En vrai, pas davantage de juifs. Ces raisons concernant les juifs sont toujours les mêmes dans tous les pays. Donc prenons le cas de la France. C'est la crise. Il y a eu la crise en 1929. C'est les raisons invoquées pour ne pas prendre de réfugiés, pas prendre de juifs menacés en Allemagne et en Autriche. Donc c'est la crise. La France ne peut plus accueillir d'autres réfugiés car elle en accueille déjà beaucoup. Il faut réserver l'aide sociale aux nationaux ou aux réfugiés déjà accueillis. Autre point, il y a un fort antisémitisme en France, surtout depuis les affaires Dreyfus et Stavisky. Il y a de nombreux réfugiés juifs déjà. En plus, ils ne sont pas chrétiens. Je continue dans les arguments. Ils n'ont pas les mêmes coutumes alimentaires. Par exemple, ils ne mangent pas de porc. Ils ont une religion très contraignante, ces juifs. Ils font de multiples fêtes, il y a des pratiques religieuses importantes, il y a des signes vestimentaires ostentatoires. Et puis ils ne parlent pas bien le français. Et puis ils ne connaissent pas la France et ses coutumes. Bref, en un mot, on ne peut pas accueillir ces juifs tout simplement parce qu'ils ne sont pas intégrables, selon ce qu'on en dit à l'époque. Évidemment, toute ressemblance avec des événements qui se produiraient de nos jours est totalement fortuite et indépendante de notre volonté. Alors, comme vous l'aurez compris, cette conférence d'Évian de juillet 1938, elle n'aura servi à rien, ou presque rien. Quelques centaines de juifs vont être dispersés dans les pays, quelques centaines à peine. D'ailleurs, après la conférence, Hitler triomphe. Personne n'en veut, s'exclame Hitler. Personne ne veut des juifs. Et la presse nazie, à longueur d'articles enthousiastes, raconte l'échec de la conférence. Personne ne veut des juifs. Eh bien, c'est triste à dire. Mais le Führer a raison. Personne ne veut des juifs. Des juifs allemands ou des juifs autrichiens, parce que, au-delà des paroles convenues, et à part, je vous dis, quelques centaines de personnes triées sur le volet, personne n'accueille les juifs. Alors Hitler le sait, et il aura ça en tête jusqu'au bout de la solution finale. Il le sait, personne au monde ne lèvera le petit doigt pour sauver les juifs. Il en avait déjà eu un espèce de pressentiment après les lois de Nuremberg de 1935, mais maintenant il le sait. Et d'ailleurs, 3 mois plus tard, il va lâcher les chiens, car c'est dans la nuit du 9 au 10 octobre 1938 qu'aura lieu la nuit de cristal, ce qu'on appelle la nuit de cristal, c'est-à-dire des pogroms sans précédent en Allemagne. On casse les vitrines des commerces allemands, c'est pour ça que c'est la nuit de cristal, parce que les nazis vont casser toutes les vitres des commerces et vont commencer à déporter, à prendre les juifs d'Allemagne et d'Autriche. Et tout ça, vous savez que c'était le prétexte, c'était l'assassinat du premier secrétaire d'ambassade d'Allemagne à Paris par un jeune juif polonais d'origine allemande, Herschel Greenspan, qui était âgé de 17 ans. Et là encore, rien de concret après la nuit de cristal pour sauver les juifs allemands et autrichiens, mis à part les déclarations outragées des chancelleries sur la nuit de cristal. Alors, allons-nous, puisqu'en juillet, c'était pas possible avec la conférence d'Évian, est-ce qu'après la nuit de cristal, on va accueillir plus de juifs allemands et autrichiens? Bien évidemment, non. Et je vous l'ai dit, lorsqu'Hitler déclenchera la solution finale, on le sait par des témoignages et des écrits, il aura toujours en tête cet épisode de 1938 et comme un leitmotiv, personne ne veut des juifs, personne ne lèvera la main pour sauver
les Juifs. Alors, nous n'avons pas aujourd'hui de réponse tout à fait concrète à apporter aux délégués des différents pays de la conférence d'Évian. Nous ne savons pas si ces Juifs allemands, qui n'avaient pas la même religion que la majorité des Français, qui ne parlaient pas le français, qui ne mangeaient pas comme nous, qui ne connaissaient pas nos habitudes de vie, nous ne savons pas si ces Juifs-là se seraient bien intégrés. Nous ne le savons pas, tout simplement parce qu'ils sont tous morts.